Bonjour à tous. Est-ce que c'est bon, Gaël? Est-ce que tu... Oui. Ouais. Les câbles. Tu vois combien on est? Bonjour. 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 Pour le moment, on est 12. Ah oui, ok. Et on est en avance. Donc. Oui. C'est que je me demandais où il y avait le chiffre. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
Bonjour à tous. Bonjour. 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 Bonjour Robert. Bonjour. Vincent, Bonjour Vincent. coopérative Terre de l'Ouest. Est-ce que c'est possible d'enregistrer le webinaire? C'est en cours. Ah, formidable. T'auras même l'introduction si tu veux. Merci. Bonjour. 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 Vous pouvez m'expliquer un peu moi parce que Bonjour. 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 Bonjour.
Tu me dis Gaël hein, quand tu penses que... Attends, je t'entends pas. Je pense qu'on attend encore 2 minutes là, si les gens Ouais. continuent de se connecter. Là. Je te laisse accepter. On est à 74 pour moi. Super. Aubert, je commence 5 minutes avant de te prendre la main, avant de te laisser la Oui. main, pardon. J'avais mis une petite diapo pour un mot d'introduction si tu veux. Très bien. Et Pascal aussi, du coup j'avais prévu un petit temps. Voilà. Un petit temps pour... Tac. Bon, allez. Il est 10h05, Aubert, je pense Ouais. que on est à 80 participants. C'est Je pense qu'on parti. peut y aller, les autres nous rattraperont. Ouais. Eh bien, bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux du coup pour ce webinaire lancement des collectes des emballages vides de nutrition animale. Donc, je suis Aubert Baumard, un conseiller collecte Nord-Ouest. Je vais vous présenter aujourd'hui ce webinaire. Donc, je suis épaulé par tous mes collègues du pôle Performance Collecte, donc les conseillers et vos conseillers en région. Je laisserai après un peu la parole à Ronan Vano, du coup directeur à Divalor, et puis à Pascal Pringot, président Valoralim, pour un mot d'introduction. Alors juste avant de démarrer, pour que le webinaire se passe au mieux, est-ce que c'est possible pour vous donc de couper vos micros et puis vos caméras pour un souci de débit internet, de poser vos éventuelles questions, et j'espère qu'il y aura des questions dans le chat. Je vous mets voilà la petite flèche hein, pour ceux qui ne sont pas habitués à Teams. Et puis, juste pour vous présenter rapidement le plan de l'intervention, vous voyez qu'on a mis des temps de questions-réponses hein, dans le webinaire afin de ne pas perdre le fil et puis de pouvoir aussi... Oui, Je pense qu'il y a un petit décalage entre ta parole et puis la projection des diapos. Donc, je pense qu'il faut que tu prennes un petit temps de respiration entre chaque diapo. Voilà. Ça roule. Donc voilà, pour la présentation, on a mis des temps de questions-réponses. Voilà, pour poser vos éventuelles questions et qu'on puisse y répondre pendant que c'est chaud. Donc voilà, donc aujourd'hui, on va commencer par le mot d'introduction. Ensuite, je vais vous présenter Adivalor en quelques mots pour ceux qui ne nous connaissent pas. Ensuite, on fera un point sur la présentation des EVNA, de la filière emballage vide de nutrition animale, avec quelques chiffres, le rétro-planning, les objectifs. Et puis ensuite, on passera à vraiment l'organisation des collectes de A à Z. Donc voilà, toutes les informations pour ceux qui sont déjà conventionnés à Divalor et qui vont venir s'ajouter, où le programme va venir s'ajouter dans leur programme, et puis ceux qui ne nous connaissent pas et qui démarrent les collectes. Donc voilà, vous aurez aussi la réponse à toutes vos questions. Et puis voilà, puis après un temps de conclusion et puis un dernier échange si besoin.
Eh bien, du coup, je vais laisser la parole à Pascal Pringot, donc président de Valoralim, et puis d'abord à moi. à Ronan Vano, directeur d'Adivalor, afin de vous présenter aussi un petit peu tout le travail qui a été fait. Donc, bonjour à tous. Avant de laisser la parole à Pascal, déjà, je voulais tous vous remercier pour être présents sur ce webinaire. Le lancement de cette filière de collecte et de recyclage des emballages vides de produits de nutrition animale est extrêmement important pour Adivalor parce que c'est déjà un programme qui est conséquent avec plus de 10 000 tonnes de gisements. C'est un programme sur lequel on a essayé de travailler ensemble avec Valoralim pour arriver à avoir assez rapidement des taux de collecte et des taux de recyclage qui soient de haut niveau. On espère que cette mise en place opérationnelle qui va vous être présentée par Aubert se passera dans les meilleures conditions. Et là encore, n'hésitez pas, durant cette intervention, à poser toutes vos questions. C'est le bon moment. Les éco-contributions seront prises en compte dans les produits dès le 1er juillet. Les collectes commencent cet automne. Et donc, on est vraiment en ordre de marche pour arriver à ce que ce soit opérationnel et à vraiment faciliter toutes ces opérations à venir dans les mois qui viennent. Pascal, je te laisse dire quelques mots. Bien, écoutez, bonjour à chacun d'entre vous. Donc, tu as déjà dit quelques mots sur Valoralim et sur moi-même. Donc, moi, Pascal Pringot, je suis le premier président exécutif de cette nouvelle filière de collecte et de recyclage des emballages vides de nutrition animale, donc VNA. Alors, pour information, cette Valoralim est donc la société qui est issue du bon vouloir des 3 syndicats de la nutrition animale, la coopération agricole, le SNIA et l'AFCASIA. Valoralim va avoir la charge de prélever les éco-contributions auprès des metteurs en marché pour financer le programme de collecte et de recyclage qui est donc confié à Adivalor. Alors, pour nous, des enjeux dans la mise en place de cette nouvelle filière, c'est tout d'abord de répondre à la demande des éleveurs. Bon, ils ont déjà des solutions dans les autres domaines que vous connaissez, que sont les produits phytosanitaires, que sont les engrais, que sont les semences, les films et les ficelles, mais il fallait que quelque chose puisse se mettre en place au niveau des emballages vides de nutrition animale. Aussi la volonté des entreprises de continuer de poursuivre leurs engagements responsables. Ceci pour réduire leurs impacts environnementaux, mais aussi pour contribuer à la décarbonation de l'élevage français. Et enfin, la future obligation réglementaire qui impose la mise en place de filières à responsabilité élargie des producteurs, REP, et celle-ci doit être mise en place d'ici à janvier 2025. Alors, quelques chiffres clés, tu l'as évoqué, ça correspond à 10 000 tonnes d'emballage de collecte. Ça correspond aussi à 200 metteurs en marché. Alors, sachez que dans la démarche de conventionnement de l'ensemble des metteurs en marché, aujourd'hui, nous en sommes à 170, 180 qui ont déjà renvoyé un questionnaire pour qu'on leur renvoie la convention qu'ils vont signer. Alors, un certain nombre d'entre eux l'ont déjà signé. Ça correspond à 8 types d'emballage, mais vous aurez l'occasion de revenir là-dessus. Et puis, les objectifs que nous avons à 2025, c'est 60% d'emballage collecté. Alors, cela peut paraître peu ambitieux, en fait, ça l'est, puisqu'une bonne partie des emballages, ce sont les sacs papier, et que les éleveurs n'ont pas forcément l'habitude, enfin, pour la plupart du temps, c'est des emballages qu'ils brûlent, donc il va falloir les amener à une bonne démarche pour qu'ils puissent les apporter, mais dans un premier temps, d'ici à 2025, c'est 60%. Donc voilà, alors pour nous, cette réunion, elle est importante parce que donc, le prélèvement de l'éco-contribution va démarrer au 1er juillet de cette année. Et puis, dans la foulée, d'ici à l'automne, vous serez amené à collecter l'ensemble de ces emballages. Et donc, vous êtes un acteur essentiel pour que nos metteurs en marché et nos éleveurs puissent avancer dans ces démarches éco-citoyennes. Voilà, donc, si vous avez des questions, pas de souci. Bonne réunion. Merci du coup pour ce mot d'introduction. Je vous ai mis du coup la diapo que je présenterai un peu plus tard, mais dont parlait Pascal avec les chiffres. Et puis on va commencer surtout pour vous présenter Adivalor. En quelques mots, donc Adivalor,
Nous sommes l'éco-organisme de la filière agricole, une SAS sans but lucratif. Et puis, donc, créé en 2001, nous avons le fonctionnement d'une gouvernance interprofessionnelle, Pascal en parlait un peu. Donc voilà, donc Adivalor, hein, le A d'Adivalor, c'est les agriculteurs. Donc c'est représenté par les chambres d'agriculture France ainsi que par la FNSEA. Le D de Adivalor pour les distributeurs représentés par la Fédération du négoce agricole, InVivo et puis la coopération agricole. Et puis le I pour les industriels. Donc voilà, donc les représentants des différents metteurs en marché de tous ces produits-là. Donc auxquels voilà, va s'ajouter Valor Alim. Voilà, pour la présentation, on va parler du fonctionnement. Donc c'est 25 millions de chiffre d'affaires, 23 collaborateurs. Le siège est à Lyon. La plupart du coup de mes collègues sont à Lyon. Et puis le pôle Performance Collect avec mes collègues, donc nous sommes en région. Donc ensuite, je vous présente la roue du recyclage. Donc voilà le principe de l'économie circulaire pour nous. Avec, vous voyez la préparation des déchets, certainement l'une des étapes les plus importantes pour nous, avec la préparation des déchets par l'agriculteur sur la ferme où on demande une préparation, un conditionnement, un nettoyage des déchets qui est important pour tout le reste du cycle. Une fois que l'agriculteur a préparé ses déchets, il peut l'apporter du coup sur des lieux de collecte. Donc c'est vous, hein, distributeurs, négoces ou autres, hein, qui organisez ces collectes et qui nous permettent de réunir les volumes. Une fois que ces collectes sont passées, Adivalor du coup preste des transporteurs que l'on forme aux collectes qui vont venir chercher les déchets et les apporter sur des plateformes de pré-traitement. Ces plateformes vont retrier si nécessaire et puis compacter ces déchets en balles. C'est ces balles qui vont partir chez les recycleurs. Voilà, c'est vraiment le produit que l'on va recycler et puis qui va terminer en produit. Je vais vous présenter un peu plus tard les différents produits finis du recyclage. Pour vous présenter un peu la frise chronologique depuis la création d'Adivalor. Donc voilà, Adivalor, ça a été créé en 2001. Ça a été créé à la base, hein, pour les bidons plastiques. Et puis vous voyez que depuis 2001, beaucoup de programmes sont venus s'ajouter au fur et à mesure des années. Voilà, avec toujours du dynamisme, toujours à la recherche de nouveaux programmes à ajouter. Et puis voilà, donc le dernier de la frise, c'est emballage vide pour l'instant de semences de betterave. Et puis bientôt va donc venir s'ajouter les emballages vides de nutrition animale dès cet été. On va pouvoir ajouter la petite bulle. Quelques chiffres clés, donc c'est les chiffres clés 2022 pour avoir une meilleure représentation de ce qu'est Adivalor. Donc c'est 119 000 tonnes de gisements contributeurs. Donc gisements contributeurs, hein, c'est les tonnages potentiellement récupérables, tonnage de déchets potentiellement récupérables. Sur ces 119 000 tonnes en 2022, on en a récupéré 93 000. Donc voilà, c'est un chiffre important, hein, parce qu'à Adivalor, nos objectifs, hein, c'est d'arriver vers le 100% collecté. Donc chaque année, on cherche à augmenter ce chiffre. Donc ça fait un taux de moyen de collecte de 78%. Voilà, avec certains programmes qui fonctionnent mieux que d'autres, et puis d'autres, on va devoir aller chercher les tonnages, et ça représente plus de 4000 tonnes, hein, par rapport à 2021, plus 4000 tonnes. 90% de recyclés collectés, hein, donc ça c'est aussi un des chiffres importants pour Adivalor qui va chercher le 100% collecté, mais aussi le 100% recyclé. Donc voilà, on s'efforce aussi d'augmenter ce pourcentage. Puis après, plus pour un niveau logistique, on va dire, donc c'est 70 000 tonnes de CO2 économisées. Et puis 45 000 demandes d'enlèvement sur un an. Ça représente, voilà, 45 000 demandes d'enlèvement.
je vous parlais un peu avant du recyclage. Donc voilà, c'est aussi un objectif, hein, c'est d'envoyer au recyclage ce que l'on collecte. Et là, vous voyez différents exutoires, les différents déchets que l'on collecte avec voilà, des choses, des tubes et des conduits, des gaines techniques, des couches de protection et puis certains produits qui redeviennent les produits d'origine, comme je pense aux ficelles ou aux filets, qui vont permettre d'incorporer de la matière recyclée dans des produits neufs. Donc c'est voilà pour cette représentation du recyclage. Pour faire un focus du coup sur les emballages vides de nutrition animale, donc voilà, Pascal et Ronan en ont parlé, mais la filière se lance après 2 ans de travail, donc ça a été beaucoup de travail pour mettre en place cette filière. Je repasse rapidement du coup hein, sur cette diapositive, mais voilà, on en a parlé, 10 000 tonnes par an d'emballage vide à collecter. Donc c'est un très, très gros programme pour Adivalor. Ça va augmenter grandement le gisement par an. Donc d'où l'importance hein, de bien réussir ce lancement et puis de bien réussir les collectes. Pour donner un petit rétro-planning hein, du travail qui a été fait, donc le premier semestre hein, de 2023, c'est vraiment la phase contractuelle, donc Pascal en a parlé, où les metteurs en marché ont signé la lettre d'intention, la déclaration d'intention voilà, pour mettre en place l'éco-contribution sur leurs produits. Là, on est en fin de phase préparatoire, hein, où le webinaire en fait partie. Où on va vous donner toutes les informations, tous les supports, voilà, pour mettre en place les collectes. Et puis, 1er octobre, du coup, le début des collectes effectives où on va pouvoir commencer à collecter les déchets. Pour vous présenter donc un peu le schéma de l'éco-contribution, donc voilà, donc vous voyez en haut à gauche hein, les metteurs en marché qui ont intégré du coup l'éco-contribution dans le prix de revient des produits. Donc cela passe aussi par les distributeurs jusqu'à l'éleveur en bas à gauche, où l'éleveur au paiement de sa facture paye une éco-contribution. Et puis voilà, ce montant va remonter au metteur en marché, qui va ensuite payer à Valoralim les éco-contributions reçues. Et Valoralim, du coup, donc va pouvoir financer l'outil Adivalor, donc c'est l'outil de collecte, hein, donc pour le fonctionnement d'Adivalor, le fonctionnement aussi de paiement de tous les prestataires opérationnels. Et puis voilà, donc c'est l'éco-contribution qui va vraiment permettre de faire fonctionner les collectes. Une diapo pour vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas, le pictogramme Adivalor. Donc ce pictogramme est imprimé sur les emballages et voilà, c'est un bon moyen et c'est le meilleur moyen du coup de savoir si l'emballage, si le produit a reçu l'éco-contribution. Donc souvent, hein, beaucoup de questions sont autour de est-ce que le produit est éco-contribué ou pas. Donc on vous invite à voir si le pictogramme est présent. Et voilà, c'est le moyen pour savoir si le détenteur de l'emballage bénéficie du coup du service de récupération, donc si le produit est collectable par Adivalor. Sachant que voilà, au début du lancement du programme, bien sûr, on ne va pas réimprimer toutes les étiquettes des produits en service, donc le pictogramme va arriver petit à petit. Donc après, voilà, nous sommes là aussi avec les conseillers collecte pour répondre à vos questions si jamais vous avez des doutes sur tel emballage. Au niveau des produits, du coup, qui sont compris dans les EVNA, donc ce qui sera repris, et pour vous présenter un petit peu comment sont répartis les 10 000 tonnes. Donc, nous aurons les big bags de nutrition, donc qui représentent 1350 tonnes par an. Donc, tout ce qui va être sac, ça représente 7000 tonnes. Donc voilà, c'est le gisement le plus important. Il y aura aussi les seaux avec 1600 tonnes, les bidons et fûts avec donc 900 tonnes pour les fûts et 600 tonnes pour les bidons. Donc voilà, pour vous donner un petit peu la répartition.
coup, on avait prévu un premier temps d'échange. Donc voilà, si questions, donc n'hésitez pas. J'ai pas le Teams en vue, donc Gaël, je te laisse nous dire s'il y a des questions. On n'a pas de questions pour le moment. Bon, n'hésitez pas, on peut attendre quelques secondes si jamais vous en avez. Alors, quel est le montant de l'éco-contribution? Y aura-t-il des fiches de préparation des déchets? Est-ce que peut-être Pascal, tu veux mettre un mot sur les éco-contributions? Si Pascal dit. Je ne sais pas si Pascal nous entend ou est encore connecté, mais en tout cas, les montants de l'éco-contribution, on pourra vous les faire passer. Effectivement, je ne sais pas s'ils étaient dans le webinaire. Si, je peux les afficher si tu veux, Ronan. Oui, mais du coup, j'allais vous les donner, oui, afficher, voilà. c'est aussi bien, ouais. Voilà. On te laisse commenter, donc on est Pascal. bien, il est important de comprendre que c'est par tonne de produits conditionnés. Voilà, c'est présenté comme tel au niveau des metteurs en marché qui vont devoir faire leur déclaration de volume réalisé, qui va générer la facturation qui se fera à chaque campagne et qui financera à la fois la collecte et puis le recyclage. Donc, vous les avez là. Je n'ai pas précisé en début de réunion, mais du coup, on enregistre l'intervention pour pouvoir la rediffuser. Et bien sûr, vous aurez accès à toutes les informations. Et on prend la liste des questions là, qui arrivent. Oui, alors il y a des questions très opérationnelles qui seront abordées un peu plus tard dans le webinaire, notamment sur les modalités de préparation, les consignes de tri, les dates de collecte. Je vois une question sur qu'en est-il des particuliers pour l'éco-contribution? Cette filière est donc une filière professionnelle. Les particuliers, en fait, sont déjà dans la filière des emballages ménagers, comme tout emballage, et donc qui est une filière qui est déjà en place. Et ils doivent donc, les metteurs en marché de produits qui arrivent aux particuliers, doivent payer une éco-contribution à un des éco-organismes agréés sur la filière des emballages ménagers, qui sont Citeo, Leco ou Adelph. Après, il y a une question aussi par rapport aux règles d'affichage du pictogramme Adivalor sur les emballages. Alors oui, il y a des règles d'affichage, il y a une charte d'utilisation du pictogramme qui est transmise aux metteurs en marché qui adhèrent à la filière. Et donc, ils ont toutes les règles d'affichage du pictogramme qui leur sont communiquées. Donc, il y a un contrat qui est signé avec Valoralim et un contrat qui est signé avec Adivalor. Et le contrat avec Adivalor concerne justement les règles d'affichage du pictogramme. Tout à fait. En phase de démarrage, y a-t-il une phase d'acceptation des produits sans pictogramme? Tout à fait. C'est ce qu'on a effectivement annoncé, c'est que pendant la première année, ça va être compliqué d'avoir tous les emballages de nutrition animale qui auront le pictogramme Adivalor, même si les premiers arriveront. Mais donc, il faudra faire preuve d'un peu de souplesse la première année, puisqu'on n'aura pas l'intégralité des emballages qui auront le pictogramme. Avez-vous une liste des fournisseurs qui ont signé le contrat avec Valoralim? Alors, on l'aura, cette liste. On est en train toute la partie administrative est en cours, comme le disait Pascal dans le début de son intervention. Mais donc, comme pour les autres filières Adivalor, sur le site d'Adivalor, vous aurez la liste de tous les contributeurs qui participent à la filière. Je pense que j'ai fait à peu près le tour des questions sur
La mise en place, après, c'est quand même des questions très opérationnelles. Du coup, Aubert va rentrer dans le détail. Voilà. J'ai une question juste que je n'ai pas compris, qui est le prix de l'amende. Bah, c'est en lien avec, je pense, la question du dessus. Avez-vous prévu la communication pour sensibiliser les producteurs au fait de ne pas brûler? Voilà. D'accord, ok. Nous, on va surtout inciter les agriculteurs à trier et à rapporter leurs déchets aux collectes. Voilà. En tout cas, c'est dans un premier temps, c'est ce qu'on va faire. Tout à fait. Et après, le prix de l'amende de l'OFB, j'avoue que je ne l'ai pas en tête. Mais en tout cas, oui, l'Office français de la biodiversité qui maintenant a des pouvoirs de gendarmerie et de police. Il vaut mieux pas avoir affaire avec eux sur ce type de choses, à mon avis, mais je n'ai pas les amendes et les pénalités qu'ils pourraient infliger s'ils apercevaient qu'on brûlait du plastique. Ok. Bon. Je pense qu'Aubert, tu peux continuer. Les autres questions vont être... oui, et puis on pourrait y revenir. Hein. Vont être abordées dans la présentation. Peut-être Pascal qui vient de poser une question. Aujourd'hui, l'éco-contribution prend en charge uniquement le transport. Cette nouvelle éco-contribution prendra-t-elle en compte toutes les charges de la collecte? Le principe de cette éco-contribution est la même que pour les autres éco-contributions. Hein. Après, il y a des soutiens qui seront apportés en complément du fait de la spécificité de distribution de ces produits-là. Mais c'est pareil, Aubert va aborder ces points-là un peu plus tard. Super. Donc oui, je vais passer vraiment à la phase organisation opérationnelle des collectes avec une première diapositive sur les produits acceptés, donc les produits du périmètre EVNA. Donc là, vous avez la liste. Hein, donc ça concerne les aliments pour animaux destinés aux éleveurs, les aliments d'allaitement et minéraux, les aliments composés complets et complémentaires, donc tout ce qui va être comélange d'additifs liquides à usage de vitamines ou de compléments alimentaires, les matières premières, les prémélanges, les aliments médicamenteux et les additifs pour ensilage. Et donc ensuite, nous avons les produits hors périmètre, donc ce qui ne fera pas partie de la filière, donc ce sont les produits d'usage industriel pour l'alimentation animale, donc tout ce qui va être utilisé en industrie, ainsi que les médicaments vétérinaires. Donc là, pareil, hein, donc on vous encourage, hein, si jamais vous avez un doute, si jamais vous pensez aussi à un produit en particulier, quelque chose, vous voulez un éclairage, n'hésitez pas à poser la question. Donc ça, c'est ce qui concerne les produits. Et après, nous avons ce qui concerne les emballages. Donc les emballages acceptés sont les sacs. Donc dans les sacs, on a plusieurs types de sacs. On a les sacs Kraft à 100%. Nous avons aussi les sacs Kraft avec une sous-couche. Et puis on a aussi les sacs plastiques d'alimentation. Ensuite, on aura donc les big bags en polypropylène, les seaux en polypropylène EPE avec l'aisance, les bidons et flacons en PEHD de toute contenance et les fûts donc jusqu'à 220 litres de contenance. Et donc pareil, nous avons les emballages du coup non concernés par la filière. Donc tout ce qui va être IBC, GRV, les seringues, les grosses box carton hein, type Octabox, les contenants métalliques, les sacs ou sachets en aluminium, les emballages des produits à destination des industriels ou utilisés par les usines, et les emballages de produits de nutrition animale à destination des particuliers. On a décidé de remettre un petit temps de questions. Donc c'était une courte présentation, mais voilà, parce que c'est un sujet important. Et c'était surtout, voilà, si vous pensez à des emballages ou des produits voilà, vous ne trouvez pas où les mettre dans ces diapos-là, n'hésitez pas, c'est le moment d'y répondre et puis de poser la question.
Juste en complément, Aubert, Oui. préciser que si tu reviens sur ta diapo juste d'avant, nous allons intégrer dans un second temps les emballages toujours à destination des éleveurs, qui notamment, nous allons étudier les seringues, les octabox, les autres contenants métalliques, les sacs, les sachets alu, tout ça, on va essayer de l'intégrer dans un second temps. Par contre, on ne prendra toujours pas les emballages de produits à destination des industriels. Alors Roland, tu peux voilà. repréciser, puisque ça fait partie des questions, notamment, c'est quoi les produits d'usage industriel pour l'alimentation animale? Typiquement, ça serait un emballage de nutrition animale qui serait utilisé par un industriel pour préparer un autre emballage, typiquement une matière de base pour préparer un aliment composé. Ça, on ne prendra pas les produits des industriels. La filière, elle est bien dédiée aux éleveurs. C'est ça qu'on entend par là. Et c'est pareil, je vois des questions effectivement sur les emballages d'alimentation animale destinés à la fois aux pros et particuliers. Il faut savoir qu'à terme, même si on sait qu'il va y avoir un peu de flou et un peu de temps avant ça, il va falloir différencier ce qui vient à un particulier et ce qui vient à un professionnel tel qu'un éleveur. Puisque, en fait, les filières de gestion de fin de vie de ces produits sont différentes. Et du coup, l'organisation en est différente, les prestataires qui sont impliqués sont différents, et du coup, les éco-organismes qui s'en occupent sont différents. Donc, on a quelques autres questions là. Les sacs d'aliments médicamenteux sont autorisés, mais les sacs de pré-mélange médicamenteux sont interdits. C'est bien ça. Alors, les sacs de pré-mélange médicamenteux. Donc, c'est ce qui est fait en industrie. En fait, on ne prendra que les produits qui arrivent chez les éleveurs. On ne prend pas les produits qui arrivent chez les industriels. On est bien sur le périmètre. Voilà. Nous vendons les mêmes produits aux particuliers, aux éleveurs. Je ne vois pas comment faire pour l'éco-contribution. Alors, pour l'éco-contribution, alors si c'est pour la partie, si vous êtes metteur en marché, donc c'est votre nom sur l'étiquette. Là, je vous invite, on va en rediscuter, et c'est plutôt avec Pascal qu'il faut qu'on en rediscute, et éventuellement on pourra vous recontacter pour préciser ce qu'elle a et voir comment on peut essayer de discriminer, au moins dans un premier temps, statistiquement, voir la partie qui part chez les éleveurs, la partie qui part chez les particuliers. Mais là encore, malheureusement, à terme, il faudra séparer ce qui est vendu aux particuliers et ce qui est vendu aux éleveurs. Que retrouve-t-on dans la catégorie pré-mélange? Moi, je vais peut-être faire appel à Pascal s'il est présent. Les pré-mélanges, ce sont en fait tous les prémix, compléments minéraux vitaminisés qui sont réutilisés dans la fabrication des aliments du bétail par les fabricants. Okay. Dans le cadre d'achat-revente d'aliments conditionnés, qui doit déclarer le volume vendu, le fabricant ou le revendeur? On en revient à la notion de quel est le metteur en marché initial. Donc, c'est le premier metteur en marché sur le sol français d'un produit conditionné, étiqueté. Donc, si vous achetez directement un produit et que vous le revendez, vous êtes distributeur. Si par contre, c'est vous qui remettez une étiquette et qui êtes responsable de l'étiquetage, c'est vous le metteur en marché. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Ces pré-mélanges sont à destination des fabricants d'aliments, comme vous venez de le dire. Ils rentrent dans la filière ou non? Alors, toute la question est, on peut avoir exactement des mêmes produits qui vont, comme les pré-mélanges, chez les agriculteurs, parce que certains agriculteurs font directement leurs aliments composés, ou chez les industriels. Ce qui va chez les industriels ne rentre pas dans la filière. Ce qui va chez les éleveurs rentre dans la filière.
Là encore, c'est plus la question du débouché, de la destination du produit plutôt que de sa nature. Ok. Je pense qu'on peut continuer. Oui. Après, il y a des questions opérationnelles qui trouveront leur réponse à la suite de la présentation. Bon, super. Hop, donc une fois voilà, donc le périmètre des produits et emballages acceptés, refusés et calés. Donc nous, à Divalor, nous fonctionnons sous le principe d'une convention. Donc une convention qui permet d'adhérer au programme de collecte de déchets. C'est une convention annuelle qui court du 1er avril au 31 mars. Donc voilà, donc pour les personnes qui aujourd'hui souhaitent adhérer au programme EVNA, il va falloir passer par cette demande de convention. Et puis, je vous invite du coup à contacter votre conseiller collecte pour avoir toutes les explications et puis pouvoir faire cette demande. Et pour les personnes qui collectent déjà aujourd'hui pour Adivalor, il va y avoir une manipulation à faire à partir du 1er juillet. Il va falloir retourner sur votre extranet dans mon espace Ma Convention et puis voilà, retourner sur la partie Je gère ma convention 2023-2024 pour adhérer au programme EVNA. Donc refaire un petit peu la manip de début d'année et puis cocher la case du programme qui va vous permettre de pouvoir collecter. Donc pareil, nous serons disponibles s'il y a quelconque besoin ou question pour faire cette manipulation. Une fois la convention active, donc il y a plusieurs étapes à mettre en place. Donc la première étape, c'est je définis mon service de collecte et je détermine mon gisement. Donc vous verrez quand vous allez signer votre convention, une partie du coup des onglets est destinée à déclarer vos chiffres de vente N-1 des EVNA. Donc cette déclaration a plusieurs objectifs. Donc ça a l'objectif pour nous de déterminer le gisement et d'avoir aussi une vision sur le gisement national, de déterminer aussi votre taux de collecte et puis aussi de calibrer vos collectes en fonction de ce que vous vendez, d'avoir vraiment le service optimum. En 2, donc je détermine mes sites de collecte. Voilà, vous avez aussi une partie annuaire où vous allez pouvoir décider sur quel site vous allez faire les collectes. Donc voilà, donc majoritairement sur les dépôts, mais sachant qu'à Divalor, du coup, on peut aussi collecter directement à la ferme. On a plusieurs solutions qui s'offrent. Donc pareil, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et puis, je définis la périodicité de la collecte. Donc j'en parlais un peu en fonction voilà, des attentes de vos adhérents ou clients, de votre gisement. Il faut aussi bien calibrer les périodes de collecte. Donc là, pareil, nous avons de quoi vous aider pour bien choisir. Et puis j'informe et je forme mes collègues sur site. Donc voilà, nous, vous êtes notre interlocuteur de votre entreprise, mais derrière, il y a des personnes de chez vous qui vont faire les collectes. Donc il y a une information à faire descendre avec voilà, des points d'attention, des choses à savoir. Donc c'est quelque chose d'important que toute l'information descende bien aux opérateurs de collecte pour éviter tout problème. Pour les bidons en particulier, donc à Divalor, nous collectons ces emballages vides en sacs de collecte. Ces sacs de collecte sont à votre charge, donc c'est à vous de vous fournir en sac et puis donc voilà, vous trouverez les bons de commande justement sur l'extranet à Divalor une fois la convention signée, où vous pourrez trouver les bons de commande des sacs agréés à Divalor et puis les commander et ainsi pouvoir les distribuer aux éleveurs qui en demandent. Donc voilà, c'est une phase importante aussi pour que l'éleveur ait tous les outils nécessaires à la bonne préparation de ces déchets. Ça passe aussi par la fourniture de sacs de collecte.
Et il y a une petite partie où vous voyez indiquer le nom sur le sac. Donc c'est un petit encart imprimé sur lequel vous allez pouvoir noter le nom de l'apporteur. Donc un peu de traçabilité qui est jusqu'à aujourd'hui la manière la plus efficace d'avoir une bonne qualité des sacs aussi, d'avoir le nom de l'agriculteur en cas de problème. Ensuite, une étape très importante, hein, c'est d'informer les éleveurs, de faire descendre l'information, de leur expliquer, puis de leur annoncer qu'à partir d'octobre, ils vont pouvoir venir apporter leurs emballages vides de nutrition animale aux collectes. Donc, on est là aussi pour vous fournir les outils de communication nécessaires. Donc voilà, vous avez un exemple d'affiche que vous pouvez aussi vous procurer et puis faire passer à vos éleveurs. Et puis, on est là aussi pour toute autre communication. Si vous voulez personnaliser quelque chose, avoir une affiche avec votre logo, des éléments particuliers qui vous tiennent à cœur ou des points d'intention particuliers. La convention Adivalor, du coup, prévoit aussi ce service d'avoir une communication et de pouvoir créer des communications personnalisées à fournir aux éleveurs. J'en parlais un petit peu avec les sacs de collecte, mais et au début aussi avec la roue du recyclage, mais la grande force d'Adivalor, c'est de pouvoir aussi d'avoir une préparation des déchets qui est rigoureuse et qui est bien tenue. Et donc chaque déchet apporté doit respecter une préparation particulière. Donc vous voyez tous les emballages avec leur préparation. Donc pour tout ce qui est sac papier multicouche, donc la préparation à faire est donc de bien les vider et puis de les préparer en fagot, les stocker au sec. Et je précise du coup, parce que je pense que ça va être une question, que toutes les sous-couches plastiques des sacs en craft ne sont pas à séparer des sacs. On récupère donc les sacs sans séparation des différentes couches. Pour les seaux, je vais revenir un peu plus tard, dans la diapo d'après. Oui. Est-ce que tu peux préciser aussi les sacs avec picto de danger? Voilà. Ah oui, donc vas-y sinon parce que donc ça fait partie des questions, hein. S'il y a des sacs qui ont des pictogrammes de danger, ces sacs vont avec le tri EVPP, boîte et sac de phyto. Oui. Vas-y, je te laisse continuer. Ouais, du coup les seaux, j'en parlais, donc je vais revenir sur la diapo d'après parce que c'est les seaux, hein, c'est l'emballage aujourd'hui qu'Adivalor ne collectait pas. Donc c'est le type d'emballage plutôt qu'on ne collectait pas, sachant qu'Adivalor, hein, on est rodé pour collecter les autres types d'emballage, mais c'est vrai que les seaux ont demandé un travail particulier, j'y reviendrai après. Les big bags, donc pour les big bags, nous demandons à ce qu'ils soient bien vidés et pliés en fagot. Donc voilà, c'est aussi une préparation importante, sachant que souvent on peut retrouver des big bags dans les big bags, donc c'est quelque chose qui n'est pas accepté dans les préparations. Les bidons, j'en parlais, donc la règle, c'est la règle d'or, ouvert, rincé, égoutté, les bouchons à part dans un sac. Donc c'est important et c'est que les bidons soient bien ouverts, rincés, égouttés, mis en sac de collecte. Pour les sacs plastiques, donc voilà, toujours comme les autres sacs, hein, c'est bien vidé et plié en fagot. Et puis ensuite les fûts, donc jusqu'à 220 litres, les fûts plastiques, donc quand vous les réceptionnez de la part des éleveurs, donc il faut qu'ils soient bien vidés et fermés. Donc c'est des emballages, hein, qui sont difficilement parfois rinçables et goûtables. Donc si le produit n'est pas ouvert, rincé et goûté, il faut bien le réceptionner fermé et bien vidé. Donc pour compléter ce qu'a dit Aubert, et pour répondre aux questions, donc on a 2 types de fagots à faire pour les sacs.
Donc, un fagot pour les sacs papier craft, hein, donc qui peuvent avoir une couche en plastique. Et après, on a des fagots à faire pour les sacs 100% en plastique. Voilà. Donc, on a 2 fagots potentiellement de sacs à réaliser par l'agriculteur. Gaël, peut-être préciser que les mélanges avec lesquels les sacs papier multicouches avec les sacs semences et Alors ça, on avait prévu de le faire un peu plus tard. On était vraiment dans les consignes liées aux emballages vides de nutrition animale. Et après, on va vous expliquer les combinaisons qui sont possibles et les mutualisations envisageables avec les autres produits de l'agrofourniture qui sont déjà collectés. Et donc par rapport à une question qui a été posée précédemment, le seul flux complémentaire aujourd'hui, c'est les seaux. Tous les autres déchets, vous les collectez plus ou moins. Voilà. Les sacs papier, effectivement, on a déjà des sacs papier de semences qui peuvent être collectés et qui ressemblent au flux des sacs papier multicouches de nutrition animale. Les big bags, on a les big bags d'engrais, les big bags de semences et de plants. Les bidons plastiques, on a tout ce qui est emballage de produits phyto, d'oligo, d'hygiène de l'élevage d'une manière générale. Et les sacs plastiques, on a tout ce qui est sacs d'engrais aussi, hein, qui peuvent être aussi en sac plastique et qui sont d'ores et déjà collectés. Voilà. Donc il y a quand même pas mal de combinaisons qui sont possibles. Donc à part le flux des seaux plastiques que nous ne collections pas jusqu'à présent, tous les autres flux étaient plus ou moins présents dans vos collectes. Voilà. Je reviens justement sur les seaux, donc ce nouveau type d'emballage. Donc sur la préparation, donc les seaux doivent être récupérés le plus propre possible, le plus vidé possible. Donc certains seaux ont des couvercles que l'on récupérera aussi. Ils seront à conditionner du coup empilés, donc il faudra les empiler sur une palette. En essayant de respecter un peu la forme et la taille des seaux pour faire les palettes les plus belles possibles. Et puis la palette devra être filmée. On compte environ 200 seaux plus couvercle pour faire une palette de 100 kg. Et je reprécise du coup que donc les seaux ont parfois une anse métallique ou plastique ou même des morceaux en bois. Donc tous ces éléments ne sont pas à séparer du seau. Il n'y a pas besoin de séparer ces éléments-là. Nous avons les recycleurs du coup capables de gérer ce paramètre. Donc voilà, après la consigne passée aux éleveurs, on peut organiser du coup son site de collecte. Donc c'est important de bien séparer chaque type de déchets. Voilà, je le répète, mais c'est aussi une grande force pour la filière. Donc bien séparer tous les types de déchets que l'on récupère et pour cela, on a des outils aussi. On peut vous aider à créer ou à vous donner de l'affichage qui permet aussi de bien faire les secteurs sur votre site de collecte et puis que l'agriculteur ou l'éleveur qui apporte bien l'information. Donc l'organiser son site de collecte, c'est aussi une étape importante qui va vous permettre d'avoir le moins de problèmes possibles en tout ce qui est mélange ou non-conformité. Ensuite, vous pouvez accueillir les agriculteurs, éleveurs pour les collectes. Et puis, voilà, j'en parlais un petit peu, mais pour éviter au maximum les problèmes, on peut vous fournir des outils de contrôle qui vont vous permettre, si vous avez un doute, de bien vous renseigner, puis de savoir si l'emballage peut être repris ou non, suivant sa préparation. Et puis, c'est des outils aussi qui permettent d'avoir un petit peu de pédagogie et puis d'illustrer son propos vis-à-vis d'un éleveur qui n'a pas eu l'information, qui n'a pas forcément compris.
C'est aussi important hein, d'avoir un support visuel qui vous permet d'argumenter. Un autre document hein, qui est à donner à l'éleveur, c'est l'attestation de remise des déchets. Donc, une attestation avec la création des EVNA qui a subi une mise à jour. Donc, les carnets d'attestation sont refaits avec voilà, cette filière EVNA prise en compte. Donc, vous allez pouvoir les commander sur votre extranet Adivalor. Donc voilà, c'est pareil, et n'hésitez pas à anticiper un petit peu cette commande dans le but de les avoir bien disponibles pour l'ouverture de la collecte. Une fois la collecte terminée, on va vous demander un petit peu d'évaluer les quantités que vous avez collectées. Donc ce tableau est là pour vous donner un peu l'équivalence et puis un peu les volumes nécessaires à atteindre pour avoir 1 tonne. Donc vous voyez que 1 tonne de bidon, ça correspond environ à 40 mètres cubes de sacs de collecte, soit 80 sacs. Et pour les fûts, c'est 20 palettes. Pour les big bags, on est sur 80 fagots. Les sacs papier aussi, 80 fagots. Les sacs plastiques aussi. Et puis pour les seaux, donc on considère que ça fait 10 palettes. Gaël en parlait un petit peu avant, donc des seuils d'enlèvement. Donc nous, à Divalor, on va vous demander d'atteindre un certain tonnage pour vous envoyer un camion. Voilà, dans le but d'être aussi logique pour envoyer un camion pour une quantité suffisante. Donc vous avez la colonne, la seuil d'enlèvement monoflux. Donc on parle vraiment du monoflux EVNA. Donc on va pouvoir demander un enlèvement à partir de 300 kg de bidon, sachant que ces 300 kg vont pouvoir être combinés avec d'autres types de bidons qui sont les emballages phytosanitaires et puis tous les emballages d'hygiène. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir profiter de vos collectes existantes pour compléter les seuils de collecte et puis permettre d'atteindre un seuil de 300 kg avec d'autres types de déchets, si nécessaire. Les fûts, donc le seuil est aussi à 300 kg. Et là, vous allez pouvoir compléter avec les produits d'hygiène, sachant que là, par contre, on ne va pas pouvoir compléter avec les fûts phytosanitaires sur palette. Alors, on va préciser un petit peu, Aubert, parce qu'il y a quelques questions par rapport au Vas-y. fût. Donc, dans la mesure où les produits de nutrition animale sont des produits non dangereux, les fûts qui en génèrent sont du coup des emballages non dangereux. Voilà. Donc, on va essayer de les collecter spécifiquement avec les associations qu'Aubert vient de présenter en vue de les recycler. Donc, la procédure qu'on vous a communiquée sur les emballages supérieurs à 100 litres est en train d'être réactualisée pour intégrer la nutrition animale et vous apporter les précisions nécessaires à la bonne préparation. Alors, ensuite, on aura donc les big bags, les sacs papier, les sacs plastiques, avec un seuil monoflux d'1 tonne pour les big bags, de 500 kg pour les sacs papier et de 500 kg pour les sacs plastiques. Donc là, avec une combinaison possible pour atteindre 1 tonne cumulée, avec un minimum de 500 kg pour les big bags et de 150 kg minimum pour chaque type de sac. Et vous pourrez aussi ajouter les autres big bags, hein, donc tout ce qui va être engrais, semences, et puis bien sûr les autres sacs papier et sacs plastiques des différents programmes Adivalor. Donc voilà, donc c'est arriver à 1 tonne avec tout ce type d'emballage permet de demander un enlèvement. Et puis ensuite les seaux, on va avoir un seuil d'enlèvement à 300 kg avec une combinaison, on va dire, possible avec d'autres palettes qui seront les bidons et fûts respectant la règle d'or, ouvert, rincé, égoutté.
Donc, il y a quelques questions, j'en profite pour y répondre, hein, mais si on veut recycler les sacs papier, il ne faut pas les mettre dans des sacs à Divalor, hein, il faut les collecter en fagots. Donc, notre recommandation, c'est de faire que des fagots de sacs papier. Et après, il y a des questions sur le stockage. Dans une même case des différents fagots de sacs, il faut vraiment réussir à séparer les sacs plastiques, les sacs 100% plastique des sacs craft ou avec multicouches, puisque c'est 2 matières différentes et qui seront triées et mis en balle séparément sur les centres de tri en vue d'être recyclés. Voilà. Donc c'est important de bien séparer les flux sur vos points de collecte. Alors, une fois que voilà, vous êtes assuré d'avoir bien les seuils Alors nécessaires. attends, Oui. il y a des questions sur la diapo 20. Alors attends. C'était écrit. Non, attends. Sur la diapo précédente, il indiquait que 20 palettes, 4 fûts. Alors on a fait une diapo de correspondance de volume par tonne collectée. Et après, on a fait une. Donc c'était celle d'avant. Donc là, c'est cette diapositive-là, c'était pour 1 tonne collectée. Vous avez les équivalences en termes de sacs ou de palettes ou de fagots. Voilà. Donc là, c'est par tonne collectée. Sachant que la tonne n'est pas forcément le seuil d'enlèvement. Voilà. Et après, vous avez le tableau qui précise les seuils d'enlèvement par flux de déchets. Voilà. Ok. Donc oui, une fois que vous êtes assuré d'avoir les seuils, donc vous pourrez demander une demande d'enlèvement. Donc cette demande d'enlèvement se passe sur votre extranet Adivalor, où vous allez retrouver un module de demande d'enlèvement. Donc tout est bien décrit. Donc, vous allez pouvoir cliquer sur le type d'emballage que vous avez collecté et puis déclarer aussi les quantités. Pour les personnes voilà, où ça sera quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à en venir vers nous hein, pour la première demande, pour être sûr de bien faire les choses et puis avoir toutes les informations. La demande, une fois passée, on va procéder à l'enlèvement. Donc nous, à Divalor, on va affréter des camions. Donc l'enlèvement va se faire sous 15 jours ouvrés. Une fois le camion sur site, donc voilà, hein, vous participez au chargement des déchets collectés. Donc c'est une étape aussi importante et puis, il y a toute la partie, on va dire, administrative, où vous allez compléter et signer les documents de transport, afin voilà de conclure l'enlèvement. La partie, soutien, donc chaque année à Divalor, donc 1 fois par an, au mois de juin-juillet, hein, nous reversons des soutiens financiers apportés à l'opérateur. Donc il y a 3 types de soutien. Le premier, c'est ce qu'on appelle le soutien qualité. Donc il est conditionné à certains facteurs, hein, qui sont, le taux de collecte minimum et puis le respect du coup qualité, le respect de la préparation des déchets. Donc vous voyez par type d'article, donc pour tout ce qui est bidon et fût, le soutien qualité est conditionné sous un seuil d'éligibilité par enlèvement de 300 kg. Du seuil, un taux de collecte minimum de 25% à condition que les produits aient été bien ouverts, rincés et goûtés. Et puis, j'en parlais, la traçabilité, c'est aussi un moyen d'avoir un bonus supplémentaire. Donc si vous êtes en mesure de nous montrer que votre entreprise sur tous vos sites de collecte, vous avez mis en place une action de traçabilité, des sacs. Donc, pareil, c'est quelque chose, que on peut vous aider ou vous conseiller ou
ou aussi pour mettre en place ce genre d'action. Pour les seaux, donc c'est aussi éligible au soutien qualité. On va être sur un seuil minimum d'enlèvement de 300 kg avec, pareil, un taux de collecte minimum de 25% et puis une condition que les seaux aient respecté un taux de souillure maximum de 20%. Et pour Big Bag et sac, le seuil d'éligibilité pour les Big Bag et sacs PE est à 1,5 tonne, pour les sacs papier à 500 kg, avec un taux de collecte minimum de 25% et puis pareil, un taux de souillure maximum de 20%. Une question, BR, quand même, qui oui. était sur un peu la logistique. C'était juste avant, c'est et comment on fait pour participer au chargement quand on n'a pas de chargeur ou de télescopique? Je te laisse répondre ou? Comme tu Donc nous, après, donc à Divalor, donc la convention prévoit que c'est à l'opérateur de collecte de charger les camions. Donc en particulier pour les objets lourds, c'est vrai qu'il y a parfois besoin d'un engin. Après, on est aussi là pour trouver des solutions, sachant que certains de nos transporteurs ont des outils intégrés, type grappin, qui permettent de faire le chargement. Donc si vraiment vous avez des dépôts problématiques, qui n'ont pas du tout de moyens de chargement, pareil, les conseillers collecte sont là pour essayer de trouver une solution. Avec la pluie, le stockage des fagots de sacs papier à l'extérieur est compliqué. Oui, alors c'est un paramètre important sur lequel on travaille activement, hein, pour essayer de trouver des solutions. Donc, je répète ce qu'a dit Gaël aujourd'hui. Seuls les sacs papier en fagot sont recyclés. Donc c'est vraiment c'est quelque chose d'important. Donc on peut aussi trouver des solutions. On expérimente certains moyens de les mettre à l'abri et puis si ça fonctionne, on espère pouvoir les proposer à plus grande échelle. Mais en tout cas, on y tient vraiment à ce que les sacs soient en fagot pour vraiment les envoyer au recyclage. Et éventuellement, après, Adivalor lance des appels à projets régulièrement qui permettent d'améliorer vos conditions de collecte et pourquoi pas de créer des zones qui permettent de stocker les sacs à l'abri. Alors, soutien qualité, on a vu. Le deuxième soutien donc mis en place, c'est le soutien performance collecte. Donc, soutien performance collecte, il est destiné à soutenir financièrement les opérateurs qui sont amenés à collecter plus que leur gisement. Donc, comme je vous ai parlé, on va vous demander que le gisement ou que le taux de collecte défini dans le programme. Oui, ou le taux de collecte. Ouais. Donc, je vous ai parlé dans le conventionnement, hein, où on vous demande vos chiffres de vente afin de déterminer vos gisements. Donc, c'est aussi avec ces chiffres-là qui va nous permettre de déterminer ce soutien. Donc, tous les emballages sont éligibles avec une condition de taux de collecte minimum, donc pour bidon et fût de 100%, pour les seaux de 25%, pour les big bags et sacs PE de 75% et sacs papier 25%. Ensuite, à côté, vous avez les différents montants du soutien à la tonne, donc reversés pour tout tonnage supérieur à ces taux de collecte. 80 € pour les bidons fûts, 235 € pour les seaux, 40 € pour les big bags et sacs PE, et 100 € la tonne pour les sacs papier. Il y a un plafonnement pour certains types de déchets en fonction d'un taux de collecte maximal. Donc pour bidons et fûts, ce n'est pas appliqué. Et après, pour le reste des emballages, seaux, big bag, sac PE, sac papier, on va avoir un plafonnement à partir de 200% de taux de collecte.
Et puis un certain montant à partir duquel on va vous demander certaines vérifications. Donc voilà, c'est à partir de 2 000 € de versement de soutien où on peut vous demander voilà, de travailler un petit peu ensemble pour avoir certaines vérifications de gisement. Et enfin, le dernier soutien, donc le soutien au conditionnement. Donc, comme je vous ai expliqué auparavant, c'est à vous, opérateurs de collecte, de vous fournir en sac de collecte. Et donc, chaque année, nous vous soutenons en fonction du nombre de sacs que nous avons collectés et qui correspondent aux critères du soutien. Donc, sachant que pour les bidons FU, donc c'est avec un seuil par enlèvement de 300 kg et puis un montant à la tonne de 117 € pour les sacs. Pour les seaux, donc, qui ne sont pas à récupérer en sac, mais qui sont à récupérer en palette, on va aussi vous soutenir à hauteur de 50 € tonne à partir du moment où le seuil d'enlèvement a été respecté de 300 kg. Pour tout ce qui est big bag, sac PE, sac papier en fagot, il n'y a pas de conditionnement à apporter particulier, donc ce soutien n'est pas appliqué. J'en ai terminé avec la présentation. Donc voilà, on peut remettre un petit temps de questions-réponses. Alors, donc le prix d'achat des sacs a fortement augmenté. Votre soutien a-t-il été réévalué en conséquence? Donc oui, il a été réévalué au 1er avril. Donc pour mémoire, il était de 106,80 € l'année dernière. Il est passé à 117 € tonne. Donc nous avons bien pris en compte les augmentations tarifaires des prix de la sacherie. Alors j'essaye de reprendre un peu. Est-ce que tous les flux partent dans les mêmes centres de conditionnement? Je te laisse répondre, peut-être Aubert? Eh bien non, justement, d'où l'importance de vraiment bien séparer chaque type d'emballage. C'est aussi, pour cette raison, hein, c'est que tout ne va pas forcément au même endroit et chaque, type de déchet a un traitement particulier. Donc il n'est pas acquis et obligatoire que chaque déchet aille au même endroit. Donc voilà, je le répète, c'est vraiment, la grande force, hein, de nos collectes, de bien séparer les types de flux. Juste, Aubert, peut-être bien Oui. préciser, parce je pense qu'il y a des confusions quand je vois quelques questions. Ah. On parle bien de séparer les bidons des bidons, les Oui. sacs papier bimatériaux des sacs papier, des sacs plastiques. Mais vous pouvez mettre les bidons d'hygiène et de nutrition animale ensemble, les sacs papier avec les sacs de semences, les sacs plastiques avec les sacs d'engrais, et ainsi de suite. L'objectif est bien de cumuler à la fois pour l'agriculteur et pour l'opérateur de collecte, et d'avoir une synergie entre tous ces types de déchets. Et il y a uniquement finalement un seul nouveau flux, qui est le flux des seaux. Mais néanmoins, par contre, il faut bien séparer les bidons des sacs, des big bags et ainsi de suite. Voilà. Mais par contre, vous pouvez cumuler la nutrition animale avec d'autres domaines pour les mêmes types d'emballage. Le but étant vraiment voilà, de finalement de venir compléter les collectes existantes avec ces flux-là. Mais par contre, voilà, de les séparer, d'une aussi pour l'éco-contribution, hein, on en parlait, mais il faut qu'on tienne les comptes de chaque type d'emballage collecté. Donc il y a vraiment ce travail qui est à faire de comptage et puis de séparation. Mais bien sûr, le but étant de cumuler au final tous ces déchets collectés pour avoir les seuils, quoi. OK, je réponds à Jean-Michel Nourry, y compris chez les éleveurs où ils peuvent associer les différents types de déchets, donc faire un sac avec plusieurs types de bidons dedans, des fagots mixtes avec des sacs de semences et des sacs de nutrition, tout ça c'est possible. Addivalor effectue aussi régulièrement des campagnes de caractérisation qui nous permettent après d'affiner un peu plus finement ce que nous collectons au sein des collectes. Voilà.
Je vois qu'il y a une petite question Ronan, qui peut-être te concerne, c'est quelles sont les éventuelles contraintes réglementaires concernant la facturation de l'éco-contribution? Mention obligatoire par exemple, le distributeur doit-il faire figurer l'éco-contribution sur la facture de l'éleveur même s'il n'est pas metteur en marché? Alors, il n'y a rien d'obligatoire. Voilà, déjà, ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que l'éco-contribution est un élément du prix de revient. La recommandation qui a été faite au metteur en marché est de faire figurer l'éco-contribution sur une note informative sur facture, qui peut très bien être reprise dans les factures des distributeurs aux agriculteurs, mais rien d'obligatoire dans ce point-là. Il y avait une autre question. Est-ce que l'engagement dans Valoranime nous impose d'être aussi collecteur de déchets? Non, ce sont deux. Alors, effectivement, il y a des entreprises qui sont à la fois metteurs en marché et qui ont une activité de distribution et qui, du coup, peuvent être amenées à faire de la collecte. Néanmoins, il n'y a pas de. Ce sont deux contrats, conventions différentes, hein. L'engagement avec Valoralim, c'est une convention de contribution à la filière et donc de reverser l'éco-contribution à Valoralim pour financer le programme de collecte. La partie opération de collecte, c'est une convention avec Adivalor, donc c'est un autre contrat et c'est celui-là dont on parlait aujourd'hui. Ok, merci Roland. Est-ce que nous avons de la communication prévue à l'occasion du SPAS? Oui. Oui, bien sûr. Le stand du SPAS va même être en partie dédié à ce lancement de programme. Donc voilà, on Même aura titre qu'au sommet de l'élevage. au même titre qu'au sommet de l'élevage, donc on aura de tous les éléments aussi disponibles. Et puis voilà, je vous encourage à venir nous voir. Alors Robert, du coup, une autre question. Comment fait-on pour détailler les apports dans l'attestation de remise des déchets quand l'agriculteur mixte des produits? Donc, par exemple, il a un fagot qui mixte des EVPF et des ENA. Ouais, je veux bien te la léser. Attends, je vais essayer de retrouver la question. Vous faites au mieux de leur déclaration, hein. Ah oui. Après, effectivement, c'est vous qui êtes les experts sur le terrain et qui êtes le plus à même de dire ce qui a été apporté, hein, clairement. Après, le décompte ne sera pas forcément précis au Big Bag près, mais l'idée, c'est que ça soit relativement représentatif de l'apport, hein. De quelle manière s'effectue la déclaration des ventes? Sur un site officiel, quelle périodicité? Alors, je ne sais pas si Pascal est toujours là. Sinon, je peux prendre la question, c'est pas un souci. À moins que Pascal, tu préfères y répondre. La déclaration des ventes, elle va se faire tous les ans. Elle se fera à l'automne, hein, et ça intégrera tous les volumes qui ont été commercialisés du 1er juillet au 30 juin. Donc voilà, et dès cette année, pour enclencher la démarche, on va demander très prochainement aux contributeurs de nous déclarer ce qu'ils ont commercialisé sur l'année 0, à savoir l'année 2022, ce qui va permettre d'enclencher une facturation dans un compte qui sera régularisé à l'issue de la première période de la filière, d'engagement de la filière, à savoir du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024. Merci. Alors, il y a une autre question, Pascal. Du coup, si on est metteur sur le marché d'aliments destinés plus aux particuliers, il n'y a pas lieu d'établir une convention avec Valoralim ou Adivalor? Ça rentre dans une autre démarche d'éco-contribution, mais là, je laisserai Ronan peut-être donner plus d'explications.
Non, effectivement, si vous êtes metteur sur le marché d'aliments destinés aux particuliers, vous avez soit, alors la définition du metteur en marché peut être un peu différente dans la configuration de la REP emballage, donc la responsabilité élargie au producteur des emballages ménagers, mais néanmoins, il y a une éco-contribution qui doit être reversée par Citeo, qui peut l'être éventuellement par votre fabricant ou par vous. Ça dépend comment exactement quelle est votre situation, en sachant que la définition metteur en marché pour Citeo est un peu différente. Voilà. Donc, quand on vend aux professionnels et aux particuliers, on doit déclarer ces volumes à deux éco-organismes différents. Tout à fait. J'essaie de... Survol, j'ai l'impression qu'on a globalement répondu à toutes les questions. Si vous avez des questions auxquelles vous pensez que nous n'avons pas répondu, n'hésitez pas à les reposer. Si vous attendez de certains autres points de précision. Si moi je pourrais peut-être dire un petit mot sur le fait que les metteurs en marché sont assez sensibles au fait qu'il puisse y avoir des points de collecte sur l'ensemble du territoire, de telle sorte que leurs clients aient à proximité la possibilité d'apporter ces emballages vides. Donc, d'où l'intérêt que chacun d'entre vous puisse contribuer à cette démarche d'y intégrer, y compris les emballages vides de nutrition animale. Alors, les charges de collecte augmentent. Stockage, personnel, matériel, formation, l'éco-contribution devrait couvrir toutes les charges du collecteur. Pour y faire face, le collecteur devra mettre en place une prestation de collecte supplémentaire. L'agriculteur va-t-il le comprendre, l'accepter? Alors, l'éco-contribution, le système d'Adivalor a été configuré, comme l'a présenté Aubert tout à l'heure, par les agriculteurs, les distributeurs et les industriels. Et le partage de la responsabilité et d'une certaine manière du coût du système a été configuré de telle sorte que une partie des coûts de collecte, effectivement, sont à la charge des points de collecte, des distributeurs, et pas couverte par l'éco-contribution, même s'il y a une partie de l'éco-contribution qui sert justement au soutien pour faciliter cette activité. Donc c'est comme ça que ça a été configuré, avec la coopération agricole, la Fédération du négoce agricole et InVivo, notamment. Si jamais l'éco-contribution devait prendre toutes les charges du collecteur, ça veut dire que l'éco-contribution augmenterait, donc le partage de la valeur, la chaîne de valeur serait légèrement différente. À ce stade, ça n'a pas été acté comme ça, aussi bien dans le conseil de surveillance d'Adivalor avec tous les parties prenantes. Voilà. Après, est-ce qu'il faudra mettre en place une prestation de collecte supplémentaire pour les agriculteurs? Là, je pense qu'il faudra qu'on en rediscute plus localement avec Aubert sur ce point-là. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. Ouais. Eh bien, très bien. Je ne sais pas, Ronan ou Pascal, si vous voulez faire un petit mot pour la fin de ce webinaire. Juste vous remercier pour tous les échanges et toutes les questions qui étaient riches. J'espère que ce webinaire a pu répondre. Merci à Aubert pour la présentation et pour la préparation avec toute l'équipe Performance Collect. En tout cas, vous avez, je pense, les coordonnées des intervenants. Le support sera disponible, effectivement. C'est un bon point.
Et le webinaire a été enregistré, ce qui fait qu'on pourra aussi vous donner accès à la version enregistrée pour ceux qui ont des collègues qui n'auraient pas pu assister aujourd'hui. Merci à tous. Je ne fais pas beaucoup plus long parce que je pense qu'on a un peu dépassé le timing prévu. Je ne sais pas si Pascal, tu voulais dire quelque chose. Non, merci à chacun d'entre vous de votre participation. Pour ma part, moi, c'est la première fois que j'assistais à ce genre de présentation. Ça m'a semblé très explicite et bon, toutes les informations que vous souhaitiez sans doute ont bien été abordées, donc c'est parfait. Et c'est bientôt le lancement, je dirais, de cette nouvelle filière. Donc, merci à tous de votre contribution. Eh ben super, merci. Merci à tous. Ouais, et puis je le répète, hein, n'hésitez pas à nous contacter afin de répondre peut-être à des questions qui arriveront par la suite. Et puis je vous souhaite à tous une très très belle journée et à très vite. Merci. La présentation, on l'enverra. Oui, oui, je vois la question là de Monsieur Déramé. On va envoyer toutes les informations vu qu'on a vos coordonnées.